Il y a les outils qu'on accepte, ceux qu'on enseigne, qu'on valide, qu'on programme. Et puis il y a ceux qu'on cache, qu'on juge, qu'on utilise en silence. Le cannabis dans le sport fait partie de ces zones grises. Certains en parlent comme d'un poison, d'autres comme d'un remède. Et pendant qu'on débat, des athlètes s'en servent. Pour dormir, pour récupérer, pour pas péter les plombs. Dans les sports de combat, le chaos est partout. Le stress ne prévient pas, la douleur ne prend jamais de pause. Et quand le mental flanche, ce n'est pas toujours une technique qui te sauve. C'est un souffle, une échappatoire, une substance. Alors on critique, on parle de triche, d'éthique, de modèle. Mais si ce n'était pas une faiblesse, si c'était juste un moyen de rester debout quand tout le reste menace de s'effondrer. Parce que derrière un petit joint, il y a parfois plus qu'un vice. Il y a une gestion, un équilibre, une forme de survie. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de la plante. On va parler de douleur, de stress, de récupération. Et de cette réalité qu'on évite souvent. Certains combattants ne cherchent pas à tricher, ils cherchent à tenir. Bienvenue sur Art et Violence. Ici, on n'idéalise rien. On décortique ce que les autres préfèrent ignorer. Et ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien changer ta vision du combat, de l'effort et du mental. Accroche-toi, parce que pour comprendre ce débat, il faut savoir ce que ça coûte de tenir la tête froide dans un sport qui t'explose le cerveau. Petit disclaimer, cette vidéo n'a pas du tout pour but de faire l'apologie du cannabis, ni d'inciter à sa consommation. Elle cherche à comprendre, à analyser et à ouvrir un débat souvent caricaturé. Si tu pratiques un sport surtout à haut niveau, de toute façon, ça ne sera jamais conseillé. Le cannabis, c'est plus de 120 cannabinoïdes, mais deux composés principaux qui intéressent vraiment les sportifs, le THC et le CBD. Le THC, ou tétrahydrocannabinol, c'est le principal composé psychoactif. C'est lui qui modifie la perception du temps, détend, augmente l'appétit, provoque une légère euphorie, mais qui ralentit aussi les réflexes et peut provoquer paranoïa ou anxiété chez certains profils. Le CBD, ou cannabidiol, n'est pas psychoactif. Il est connu pour ses effets anti-inflammatoires, anxiolytiques et analgésiques légers. Depuis 2019, le CBD est officiellement retiré de la liste des substances interdites par l'Agence mondiale antidopage. Les sportifs consomment le cannabis sous plusieurs formes. Fumée, joint, pipe, bang, édible, gâteau, bonbon, chocolat, et vaporisation moins nocif pour les poumons. Mais que fait vraiment le cannabis dans le corps d'un combattant ? Les effets positifs rapportés sont la réduction de l'anxiété avant les compétitions, surtout pour les fighters avec de l'anxiété sociale ou des troubles du sommeil. Une amélioration de la qualité de l'endormissement, pas forcément du sommeil paradoxal. Un soulagement de la douleur chronique ou post-traumatique, une stimulation de l'appétit utile en récupération ou en prise de masse, et une augmentation de l'appréciation subjective de l'effort. Certains disent que ça rend l'entraînement plus agréable. Les effets négatifs observés sont l'altération des réflexes de la coordination qui est très problématique en sport de combat, des troubles de la mémoire à court terme impactant l'apprentissage technique, des risques de paranoïa, panique ou dissociation chez les sujets sensibles, une sédation mentale, perte de motivation ou baisse de la réactivité, ainsi qu'une dépendance psychologique, surtout si usage précoce. En résumé, le cannabis ne transforme pas un combattant en surhomme. Il agit davantage comme un modulateur d'état interne, réduction du stress, amélioration du confort, mais avec un coût cognitif potentiel. Et tout dépend du dosage, de la fréquence, de la sensibilité individuelle et surtout du moment où il est consommé. Alors le cannabis est-il un dopant ? Pour répondre, il faut d'abord comprendre comment une substance est classée comme interdite par les instances mondiales, en particulier par la WADA, Agence mondiale antidopage, et aux États-Unis par la USADA. La WADA utilise 3 critères pour interdire une substance. Si elle en remplit au moins 2, elle est considérée comme dopante. Elle améliore la performance, elle présente un risque pour la santé, elle va à l'encontre de l'esprit du sport. Le cannabis coche donc au minimum les critères de 2 sur 3, mais de façon discutable. Les risques pour la santé, c'est le critère le plus objectivement justifié. Le cannabis peut augmenter la fréquence cardiaque, provoquer des troubles de la coordination, altérer la mémoire, déclencher paranoïa ou panique chez certains. En sport de haut niveau, surtout en combat, ces effets peuvent se transformer en risque de blessure ou de danger vital. L'amélioration de la performance. C'est le critère le plus débattu. La WADA s'appuie sur une étude de 2011 qui affirme que le cannabis réduit l'anxiété de performance et pourrait donc améliorer l'appréciation dans les sports de précision. Le problème, cette étude s'appuyait sur une citation mal interprétée d'un chercheur, qui a depuis démenti avoir affirmé cela. Depuis, des études plus récentes, en 2020, contredisent cette idée. Le cannabis n'améliore pas la performance physique, elle peut même la diminuer. En réalité, ces effets bénéfiques sont plus indirects. Ils permettraient à certains athlètes de mieux gérer le stress, la douleur ou de mieux dormir. Mais ce n'est pas un stimulant, ni un anabolisant. Donc pour beaucoup, ce n'est pas un dopage au sens strict. L'esprit du sport, c'est le critère le plus flou. En 2011, la WADA justifiait ce point en disant que le cannabis était illégal dans la majorité des pays et que les athlètes devraient être des modèles. Mais depuis, la législation a changé. Aujourd'hui, plus de 40 pays ou États ont légalisé partiellement ou totalement le cannabis. L'argument légal s'effondre peu à peu. Et surtout, est-ce vraiment contraire à l'esprit du sport que de vouloir moins souffrir ?
Est-ce plus choquant que la consommation massive de caféine ou l'abus d'anti-inflammatoires? Ce qui est autorisé aujourd'hui sont le CBD est autorisé depuis 2019, le THC est interdit, mais seulement en compétition au-dessus d'un certain seuil, 150 nanogrammes millilitres dans l'urine. Hors compétition, les athlètes peuvent consommer du cannabis librement sans être sanctionnés. Donc le cannabis est interdit en compétition, mais il ne rentre pas dans la même catégorie que les anabolisants ou le PO. Ce n'est pas une arme directe de performance, c'est un outil mental, un calmant, un anxiolytique naturel. Mais dans un sport où le mental compte autant que les muscles, est-ce que ça suffit pour parler de dopage? C'est là toute l'ambiguïté. Si le débat autour du cannabis dans le sport est ancien, c'est dans le MMA qu'il devient particulièrement concret. Car dans ce sport extrême, où chaque détail compte, plusieurs combattants ont fait du cannabis un sujet central de leur carrière. Parfois par choix, parfois malgré eux. Nate Diaz est le symbole moderne. Nate Diaz est sans doute le combattant qui incarne le plus la relation entre cannabis et performance. Il a utilisé du CBD en pleine conférence de presse après son combat contre McGregor à l'UFC 202. Face caméra, sans filtre, son explication, ça m'aide à récupérer. Mais ce n'est pas qu'un coup de com'. Nate est régulièrement contrôlé, souvent à la limite du seuil autorisé de THC. Certains analystes pensent même qu'il a combattu sous l'influence légère. Pour lui, cannabis et sport vont ensemble. Il parle d'une meilleure lucidité, d'un calme mental et d'une capacité à encaisser la pression sans se crisper. Une approche presque philosophique. Nick Diaz, son frère, a vécu l'enfer réglementaire. En 2015, après son combat contre Anderson Silva, il est testé positif au THC. Résultat, la commission du Nevada le suspend pour 5 ans. 5 ans pour un joint. Le tollé est immense. La sanction sera réduite, mais le mal est fait. Nick Diaz devient le symbole de la sévérité excessive face à une substance que d'autres ligues tolèrent. Pour beaucoup de fans, c'est une injustice. Pour lui, c'est un traitement thérapeutique. Sean O'Malley, une autre génération, une autre vision. Invaincu pendant longtemps et connu pour son style fluide. Il affirme ouvertement s'entraîner sous cannabis. Il parle de créativité, de relâchement, de meilleur flow. Il dit même que ça l'aide à mieux apprendre certaines séquences techniques. Son usage est microdosé, contrôlé, assumé. Il ne cherche pas à planer, mais à se synchroniser avec son corps. C'est l'image d'un usage réfléchi, presque fonctionnel. Le cannabis dans le MMA, ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité quotidienne. Une aide pour certains, un poison pour d'autres. Et surtout, un révélateur, celui d'un sport où la gestion du mental et de la douleur est aussi importante que la technique ou le cardio. Dans le MMA, le combat ne commence pas à la cloche. Il commence des semaines avant. Diète draconienne, coupure de poids, douleurs chroniques, stress constant, nuit d'insomnie, incertitude du résultat. Pour certains athlètes, le plus dur n'est pas de se battre, c'est de survivre au camp d'entraînement. C'est dans ce contexte que le cannabis s'invite. Pas comme un dopant explosif, mais comme un outil de régulation interne. Un outil que certains combattants utilisent pour ne pas exploser mentalement. En sport de combat, le stress est un monstre à plusieurs stades. Peur de l'échec, pression médiatique, dépression post-défaite, anxiété sociale. Beaucoup de fighters luttent pour rester composés à l'approche d'un combat. Le cannabis, dans ces moments-là, agit comme une valve mentale. Certains combattants disent qu'ils peuvent enfin dormir la veille d'un fight. D'autres qu'ils arrivent à rester lucides à l'échauffement. D'autres encore l'utilisent pour éviter les crises de panique. Pour eux, ce n'est pas une drogue, c'est une béquille psychologique. Mais attention, le soulagement du stress n'est pas forcément un gain de performance. Ce n'est pas un buff comme un stéroïde, c'est juste une manière de rester debout quand le mental vacille. L'autre usage majeur, le sommeil. De nombreux combattants souffrent de troubles du sommeil pendant leur camp. Douleurs musculaires, inflammation, surexcitation, anxiété. Le cannabis peut raccourcir la phase d'endormissement. Il calme le système nerveux, détend les tensions, facilite la déconnexion mentale. Mais il a un revers, il perturbe le sommeil paradoxal. C'est-à-dire la phase où le cerveau encode les gestes moteurs, construit de la mémoire technique et récupère mentalement. Donc oui, tu dors plus facilement, mais est-ce un sommeil vraiment utile? Pas sûr. Dans les sports à peser, gérer l'appétit est une stratégie cruciale. Le cannabis, en stimulant la faim, peut aider à reprendre du poids après un cut, faciliter la prise de masse pendant les périodes hors saison, mais à l'inverse, il peut aussi favoriser les excès si mal contrôlés ou rendre difficile la gestion d'un régime strict. Les risques spécifiques au MMA sont s'entraîner high, égale des risques de blessures accrues notamment en sparring, des compétitions sous influence, ralentissement, perte de lucidité, danger pour soi et son adversaire, et des usages chroniques égale à un risque de dépendance mentale, surtout chez les jeunes combattants en quête de contrôle émotionnel. Le cannabis ne remplace ni un bon plan de récupération, ni un mental bien entraîné. Mais dans un sport où la douleur est une constante, il peut jouer un rôle. Le tout est de savoir pourquoi on l'utilise, comment et quand. Ce n'est pas la plante qui est performante, c'est ce que tu en fais. En conclusion, si t'es encore là, c'est que tu sais qu'un combattant, ce n'est pas qu'un corps. C'est un système nerveux à vif, un mental sous pression, un équilibre fragile entre douleur, contrôle et chaos intérieur. Et parfois pour tenir debout, certains cherchent des solutions. Des solutions légales, tolérées, discutées. Parfois médicales, parfois controversées. Le cannabis dans le sport de combat, c'est une réalité. Pas une mode, pas une vérité absolue, juste une donnée à comprendre. Ce n'est ni une potion magique, ni un poison universel.
Ce n'est pas un raccourci vers la victoire, ce n'est pas non plus une honte à enterrer. C'est une question de contexte, de gestion, de responsabilité. Est-ce que c'est du dopage? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est juste? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple. Tout dépend de l'usage, du timing, de l'intention et du cadre. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la substance qui fait le combattant. C'est la rigueur, la lucidité et les choix qu'il fait, même loin des caméras. Alors que tu sois athlète, coach ou simple passionné, informe-toi, éduque-toi et ne banalise rien. Ce qui soulage l'un peut détruire l'autre. Le vrai combat, c'est pas juste dans la cage, c'est dans ce que tu fais entre les rounds, dans ta capacité à rester aligné, droit, clair. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a parlé, like, commente, partage-la à un frère d'armes, un coach ou un partenaire d'entraînement. Et abonne-toi à Art et Violence. Ici, on ne vante pas de solution de miracle. On décortique la réalité, même quand elle dérange. Reste fort, reste lucide et continue à te battre, avec ton cœur, ton corps et ta tête. A très vite sur Art et Violence.